Voilà, donc bonjour Sébastien. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un peu sur ton temps militant et sur ton travail d'élu et tes responsabilités pour venir un petit peu nous faire partager quelques réflexions, d'autant que tu as comme responsabilité, il est secrétaire départemental du PCF en Gironde et il est aussi membre de l'exécutif national du Parti communiste français. Donc vous voyez, en plus il est élu départemental de Gironde depuis les dernières élections et il a quelques responsabilités dans la communauté de communes du Libournais. Donc vous voyez, ça. Et puis il est aussi élu municipal pour pouvoir effectivement accéder au travail communautaire. Bon, je ne vais pas en rajouter, tu as assez de barrettes comme ça, hein, c'était Bon. l'apanage des... Et je te passe directement la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de votre invitation pour venir échanger, discuter sur un sujet évidemment qui préoccupe et occupe les communistes depuis 102 ans au minimum. Euh, Comment sortir du capitalisme et puis moi je suis d'autant plus content de venir exprimer mon point de vue, mais qui sera largement celui en fait de mon organisation politique, puisque nous rentrons dans une phase de congrès et où nous interrogeons évidemment, comme à chaque congrès, la situation, là où en est la société aujourd'hui et où nous en sommes en fait de la crise du capitalisme que nous estimons systémique d'une part. Qui a débuté dans les années 70 et qui a débouché sur de nouvelles formes d'accumulation, de suraccumulation de richesses, qui aujourd'hui nous plonge dans une crise de civilisation, puisque le capitalisme aujourd'hui s'avère euh, de relever le défi auquel l'humanité est confrontée. J'en dirai quelques mots. Et non seulement il est incapable de relever ces défis, mais en plus il accélère euh, la, la course vers l'abîme sur un certain nombre de questions qui concernent l'ensemble de l'humanité. Bien entendu, crise économique, euh, que chacune et chacun peut évidemment percevoir, euh, une crise écologique, une crise sociale et sociétale, et une crise politique et démocratique qui se traduit notamment en France par une désaffection des citoyennes et des citoyens pour le fait politique, pour le vote, et une grande défiance qui existe aujourd'hui à l'égard de l'ensemble des femmes et des hommes qui font de la politique. Nous estimons que c'est cette crise du capitalisme, cette crise systémique, qui conduit l'humanité à vivre comme nous le vivons de manière aiguë et exacerbée depuis quelques années maintenant, à vivre des crises multiples, entremêlées, qui se nourrissent et s'alimentent les unes et les autres. Et donc, l'humanité est aujourd'hui confrontée à des grands défis, des défis écologiques, en premier lieu, euh, la question de la ressource, la lutte contre le dérèglement climatique, euh, et pas simplement d'ailleurs la question du réchauffement climatique, mais comment aussi on développe dans la société, à l'échelle de notre civilisation, l'ensemble des capacités humaines pour relever les défis qui se posent aujourd'hui à l'échelle de l'humanité, où nous vivons une période où l'homme, l'être humain, euh, intervient à tel point sur la nature qu'il en arrive même à modifier les écosystèmes, à changer y compris le climat, à modifier le climat. Et nous considérons que euh, c'est pas une fin, enfin, c'est pas une conséquence directe de l'existence de l'être humain
dont découlent ces crises-là, mais bien de l'avènement du capitalisme et la crise du capitalisme qui pousse le, le capital à épuiser les hommes et la nature, comme justement le disait Marx. Donc ces crises multiples et les grands défis qui sont posés à l'échelle de l'humanité posent de manière aiguë l'urgence de sortir du système capitalisme et donc pose de manière brûlante la question du communisme, puisque le communisme se propose d'être à la fois un but et un objectif justement d'une société post-capitaliste, débarrassée du capitalisme et des différents modes de domination euh, qui peuvent exister en son sein ou dont il se nourrit pour l'accumulation de richesses, mais le communisme, c'est aussi le chemin pour y parvenir. Euh, et ça a été de longs débats dans l'histoire du mouvement communiste, du marxisme et de l'histoire du Parti communiste, mais comme de tous les partis communistes à l'échelle du monde, comment on construit ce chemin, euh, comment on bâtit un chemin qui arrive à des transformations profondes de la société. Et nous pensons qu'il faut engager plusieurs grandes révolutions aujourd'hui, euh, qui prendront évidemment du temps, qui ne se feront pas du jour au lendemain, mais qui induisent un dépassement des contradictions, notamment la première, celle de l'antagonisme, de l'opposition entre capital et travail. Et donc la première révolution euh, à laquelle nous travaillons, c'est vraiment une révolution du travail en remettant la question du travail de manière centrale dans le débat politique et dans la société, dans le débat de société, avec une volonté de révolutionner et de transformer en profondeur les modes de production, les modes de décision à l'intérieur de l'entreprise, euh, y compris dans les modes de fabrication, mais dans les choix qui sont faits au plan économique ou stratégique à l'intérieur de l'entreprise. Pensons que les salariés, notamment, ont toute leur part et leur mot à dire euh, dans l'élaboration de ces stratégies-là, pardon, mais aussi une révolution des modes de consommation, puisqu'on ne peut plus euh, construire de la richesse sans prendre en compte les enjeux écologiques et notamment la préservation euh, de notre espace, de notre planète et des écosystèmes qui la composent. La deuxième révolution, elle est autour justement des biens communs, euh, dont la nature est le premier d'entre eux, ce qui appartient à l'ensemble de l'humanité ou qui devrait appartenir à l'ensemble de l'humanité. Évidemment, la question de l'eau, la question de l'alimentation et la question énergétique. Euh, et puis, nous mettons aussi dans les biens communs l'accès à la santé et à l'éducation, qui sont, donc, quand on se place dans une réflexion de changement profond de société, de révolution, il y a évidemment la question du progrès social qui est posée, mais aussi la question du développement de l'ensemble des capacités humaines et donc y compris de l'éducation. Aujourd'hui, on est à la fois dans un moment où, je le disais, le capital épuise la nature, mais aussi produit d'immenses gâchis de ce point de vue-là. Euh, le chômage de masse en est une illustration, mais aussi l'abaissement du niveau de connaissance d'une classe d'âge ou le fait qu'on retire des capacités de formation, notamment à la jeunesse. C'est particulièrement vrai en France et c'est particulièrement vrai en Europe, mais ça n'est pas vrai partout dans le monde. Il y a des pays où la question de l'éducation et l'élévation du niveau de connaissance de sa jeunesse est une question centrale qui est développée. Troisième révolution, c'est évidemment une révolution écologique avec la nécessité de sortir de l'ère carbonée pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça pose évidemment la question énergétique, mais aussi celle des modes de transport et qui va induire des transformations profondes de nos habitudes, de nos modes de vie,
mais il ne s'agit pas, pour ce qui nous concerne, de revenir en arrière et d'en rabaisser quant au développement des capacités humaines, y compris de capacités de circulation, mais aussi de production. Une révolution anthroponomique avec une révolution des relations entre générations, une révolution culturelle et une révolution politique, y compris dans les rapports qu'on peut avoir vis-à-vis de la politique, de l'élu, des institutions, et comment le mouvement de la société crée une dynamique qui est en capacité aussi de se retrouver dans les institutions et de modifier l'ordre établi, y compris jusque-là. Et puis, dernière révolution, c'est celle des relations internationales, avec aujourd'hui un monde multipolaire où la question, où la force est utilisée comme une arme centrale en lieu et place des coopérations nécessaires qui devraient être à l'ordre du jour, y compris pour relever les défis qui se posent à l'ensemble de l'humanité, comme je les ai décrits précédemment. Euh, voilà, nous, les grands axes de travail sur le plan politique que nous nous fixons. Et puis, un parti politique se doit aussi de saisir tout ce qui, dans la société, est en germe ou permet d'avancer dans les directions que nous nous fixons, en tout cas que nous proposons à l'ensemble du pays pour ce qui nous concerne, mais nos concitoyennes et nos concitoyens. Et on constate que des mouvements apparaissent, notamment dans la jeunesse, qui ont pour aspiration justement de relever des défis, notamment climatiques, écologiques, y compris des rapports entre générations, le défi de l'accès à la santé est central évidemment pour l'ensemble de l'humanité. Et on voit par exemple qu'en Chine, c'est à la fois une aspiration à vivre mieux, à être entendu, à être écouté, mais c'est aussi les conséquences des décisions sur le plan sanitaire qui sont prises par le gouvernement chinois, qui traduisent un fort mécontentement et aujourd'hui un mouvement qu'on n'a pas vu dans ce pays-là depuis 1989. Alors que c'est un pays qui est en pleine expansion et où s'il y aurait beaucoup à dire sur le plan démocratique et sur le plan des droits, sur le plan des conditions de vie et des conditions matérielles de vie, la Chine a sorti une part importante de sa population de ce qu'on peut appeler le Moyen Âge et qui aujourd'hui vit comme beaucoup de nos concitoyens européens de classe moyenne. Néanmoins, il y a des mouvements très importants aussi qui se passent dans ce pays-là, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de l'humanité. Il y a nécessité de prendre appui sur ces mouvements si on veut engager justement l'humanité tout entière vers un changement profond de civilisation et des ruptures. Euh, D'autres points d'appui sont les coopérations qui naissent et qui apparaissent à l'échelle de l'humanité. Alors, je vais peut-être vous faire des bons, mais je disais tout à l'heure que les rapports entre nations étaient aujourd'hui basés sur la force et le rapport de force, y compris avec la France qui, à l'intérieur de l'OTAN, joue un rôle qui ne permet pas d'aboutir vers une résolution, par exemple, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, voire même il y a une décision qui a été prise hier à l'Assemblée qui propose de mettre encore plus d'argent dans la production d'armes, dans la livraison d'armes à l'Ukraine, et qui place l'OTAN comme un interlocuteur, et en tout cas un acteur favorable à la résolution du conflit, ce à quoi nous nous opposons. Mais à côté de ces institutions-là, il existe par exemple les COP, les conférences pour le climat, qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont des tentatives de coopération entre les États. Et on voit bien comment la volonté de sortir de la crise climatique que nous connaissons aujourd'hui affronte directement les intérêts du capital et ne permet pas de dépasser justement euh, l'affrontement avec le capital sur ce qu'il faudrait faire pour justement réduire notre part d'émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte de l'homme, de l'humanité sur
sur la nature, etc., etc. Et puis, il y a les mobilisations des peuples féministes dans un certain nombre de pays. On peut parler de l'Iran, notamment, mais pas uniquement, et des mouvements sociaux qui existent partout à l'échelle du monde. Le mouvement social en France existe. Il faut bien le dire, pour ce qui nous concerne, dans une situation difficile. C'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau qu'on pourrait l'espérer pour aboutir d'abord à des victoires, à des avancées sociales et démocratiques, mais encore moins à des changements profonds et à des ruptures avec l'état de l'ordre existant. Et puis, pour ce qui nous concerne, pour notre pays, deux questions vont occuper aussi les travaux des communistes dans les mois qui viennent. C'est comment on reconstruit une alternative politique, c'est-à-dire une perspective à gauche de remporter les élections. Nous pensons que nous pouvons rassembler des majorités populaires autour des aspirations et des attentes du monde du travail, c'est-à-dire pas uniquement ça, mais autour de ces questions-là. Et c'est un des enjeux, avec une course de vitesse qui est engagée aujourd'hui avec l'extrême droite, qui, dans une stratégie qui a complètement changé par rapport à ce qu'on connaissait de l'extrême droite en France il y a une dizaine d'années, et dans une stratégie de conquête du pouvoir, qu'on peut qualifier de néo-fasciste d'ailleurs, comme en Italie, et avec de grands dangers quand on voit la façon dont les députés du Rassemblement national aujourd'hui utilisent leur mandat et interviennent plus du tout sur des thématiques, plus trop sur des thématiques qui étaient celles du Rassemblement national autour des questions racistes, de la façon dont on aborde la question de l'immigration et de la sécurité, mais aussi comment le Rassemblement national aujourd'hui s'approprie des questions sociales, ce qui tente à montrer qu'elles sont essentielles et premières aujourd'hui, pour les détourner et les dévoyer et préserver à son tour les intérêts du capital, puisque sur le plan économique, l'extrême droite en France, mais comme partout en Europe, est profondément libérale, euh, voire même, euh, voire même ultra-libérale. Donc voilà rapidement ce qui va occuper la réflexion, les échanges et les travaux des communistes dans les semaines et les mois qui viennent. On a un Conseil national demain qui devrait adopter un projet de base commune, qui est notre texte de base pour la réflexion et l'échange, où on va développer longuement, notre, la crise du capitalisme et comment nous la caractérisons, le besoin de communisme et comment on engage l'humanité vers des transformations profondes, des ruptures, peut-être des phases de transition. C'est un débat vieux comme le parti, ça aussi. Mais comment on engage l'humanité vers des révolutions qui permettront de dépasser le système capitaliste aujourd'hui et donc d'en sortir. On peut appeler ça dépassement, abolition. L'idée étant évidemment de sortir d'un système qui aujourd'hui est en crise profonde et qui conduit l'ensemble de l'humanité dans une crise de civilisation, ce qui, on en parlait en aparté juste avant, n'a pas toujours été le cas. Le capitalisme a aussi produit dans l'histoire des hommes des avancées très importantes. Mais aujourd'hui, il s'avère qu'il est dans une telle situation de crise et de crise systémique qui non seulement ne produit plus de telles avancées, mais accélère, aggrave les crises auxquelles l'ensemble de l'humanité est confrontée. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis et rapide possible pour permettre la discussion. Merci Sébastien. Qui souhaite prolonger
et intervenir éventuellement ou poser. Tout à l'heure, tu es beaucoup intervenu, je ne connais pas ton prénom, mais Pierrot, ben écoute, je trouve que les questions que tu as soulevées, elles peuvent effectivement faire l'objet, je dirais, des échanges que l'on a. Si tu souhaites, tu viens t'asseoir là. Pour que... Non, mais enfin, si tu es d'accord, c'est pas une obligation, hein. Moi, je suis très, mais je sollicite beaucoup, mais je trouve que c'est important parce que ta manière de le dire et ta manière de poser les problèmes, c'est celle de la jeunesse aujourd'hui, c'est celle des gens, et c'est bien que tu le concrétises comme ça, et que ce soit bien que ce soit toi qui le dise, plutôt que moi qui reprenne tes propos. Tu vois. Allez, viens nous trouver là. Voilà, eh bien, écoute, c'est... Vas-y Pierrot, si tu as envie de donner quelques questionnements, hein, et- à toi. Euh, Déjà, bonjour à tout le monde. Parce que quand je suis rentré, j'ai pas pu saluer tout le monde dans l'intervention. Moi, ma question, c'était, est-ce qu'on peut sortir du capitalisme? Et si on en sort, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que, comme je disais tout à l'heure, le capitalisme, c'est la suite de l'esclavage. Et là, tout le monde et le nerf de la guerre, surtout, c'est l'argent. Et quand on parle de capitalisme, il y a ceux qui gèrent le capital. Est-ce qu'ils seront d'accord pour sortir comme ça, sans rien faire? C'est ça ma question. Comment on fait? Ok, C'est ça. merci. Je voudrais avoir une réponse. Écoutez, Je sens bien qu'il vient. Sébastien, il va donner son point de vue, mais y compris s'il y a des personnes qui ont quelques idées ou allez-y, hein, n'hésitez pas. Mais bon, Sébastien, pour commencer, peut-être que Michel, tu pourras donner quelques éléments pour suivre l'intervention de ce matin, hein, je dirais la compléter. Vas-y, Alors, Sébastien. deux choses. D'abord, si on est tous d'accord pour dire que le capitalisme est en crise, ce n'est pas parce qu'un système est en crise qu'il s'effondre et qu'il disparaît. Donc, de soi-même, le capitalisme, ça c'est mon avis, ne disparaîtra pas, ou s'il disparaissait sans confrontation, euh, il serait substitué, se substituerait soit un néo-capitalisme, soit un nouveau système d'exploitation qui permettrait à ceux qui aujourd'hui possèdent et accumulent les richesses, mais aussi les pouvoirs et les savoirs, de continuer à préserver leurs intérêts. Donc, il y a nécessité, et dans la société aujourd'hui, il y a un affrontement permanent entre les forces du capital et les forces du travail, entre les salariés et ceux qui possèdent les outils de production pour justement euh, aboutir, pour ce qui concerne le monde du travail, à une plus juste et meilleure répartition des richesses, mais aussi un partage des savoirs et des pouvoirs et un progrès social et démocratique. Aujourd'hui, le capitalisme ne permet plus et n'est plus prêt à composer avec, en fait, en quelque sorte. On est sorti au début des années 70, la période des Trente Glorieuses, où il y avait un affrontement, mais où aussi le capital avait un intérêt à l'élévation du niveau de connaissance, à l'augmentation des salaires, à l'avènement d'une société de consommation qui a abouti à des formes de progrès matériels, sociaux aussi, démocratiques. Ça s'est pas fait comme ça, mais ça a été permis alors on est encore aujourd'hui dans un système capitaliste. Aujourd'hui, on voit bien que la crise, par exemple, qu'on vit en ce moment, sociale, euh, on voit bien que même l'augmentation des salaires pose problème au capital. Et tout est fait pour empêcher la plus juste rémunération des salariés, euh, il y a une nécessité pour le capital d'accumuler et d'accumuler encore et encore les richesses produites. Donc ça se traduit au travers du salariat et des transformations, parce que ça va plus loin que la question des salaires, c'est même les modalités de travail aujourd'hui, les conditions d'embauche, la nature des contrats qui sont passés entre euh, le monde du travail et ceux qui possèdent les outils de production, mais on voit aussi dans la société de consommation avec
une crise énergétique qu'on vit, où la guerre en Ukraine et la Libye pour, l'augmentation des tarifs de l'énergie. Mais on voit bien que d'abord, les tarifs de l'énergie augmentent et augmentaient déjà avant la crise en Ukraine. Mais aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération où des profiteurs de guerre veulent accumuler, là encore, de la richesse. Donc, même la baisse des tarifs de l'énergie ne se fait en France que parce que l'État met la main à la poche pour compenser l'augmentation. On voit bien que les grands groupes, notamment pétroliers et gaziers, sont laissés tranquilles et continuent de produire et de distribuer, alors même que on sait tous qu'on sera confronté à la pénurie et que la sortie des énergies carbonées est une nécessité. Donc, est-ce qu'on peut sortir du capitalisme? Moi, je pense que non seulement on peut, mais je pense qu'il faut. euh, voilà. La question, c'est comment je, 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 ça passe nécessairement par la modification du rapport de force, notamment dans la lutte de classe aujourd'hui, mais ça ne peut passer que par l'avènement de la démocratie dans tous les pans de l'activité humaine et y compris à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un espace où il n'y a pas de démocratie, c'est sur un site de production, dans un lieu de travail où les salariés qui produisent les richesses n'ont absolument pas, quasiment pas leur mot à dire sur ce qu'ils fabriquent, comment ils le fabriquent et à quoi ça peut bien servir. Et je crois qu'on est dans une telle situation de crise que cette question de la démocratie dans tous les pans de la société et de la vie des êtres humains et la question, c'est à la fois le but et le moyen pour parvenir à une société débarrassée des contradictions du capitalisme aujourd'hui et des oppositions, des affrontements qu'il peut y avoir en son sein. Alors, dans les entreprises. Christine, bien. Mais non, sinon on va pas pouvoir enregistrer ta question. Je suis désolé. Et ça fait du bien des fois de marcher. Oui, c'est bon pour le cerveau. C'est une grande marche. Bon, vas-y quand même. Vas-y Allez, quand même. on va essayer de. Donc, je suis d'accord avec toi, de changer, c'est un des moyens de changer le système de gestion, de participation des travailleurs au sein d'une entreprise. Mais encore une fois, là, ici, maintenant, concrètement, comment on fait? Parce que tu parles d'un rapport de force entre le capital et le salariat, mais ce rapport de force, il est plombé de mon point de vue actuellement. Quand on voit dernière réforme du chômage, là, ça annonce réforme des retraites. Dans l'idéal, bien évidemment, mais encore une fois, dans la situation concrète, comment? Que faire? Oui. Faire? Que faire, comme disait Lénine, et Lénine, entre février et octobre 1917, a changé 14 fois d'avis sur la façon dont il fallait faire la révolution. Donc, même à la veille d'une révolution, on ne sait pas toujours exactement comment ça va se passer. De toute façon, ça se passe jamais tout à fait comme on a prévu. Mais il y a besoin de bâtir une perspective de changement réel et de changement de politique. Donc ça concerne la bataille politique, pas simplement électorale, mais comment on fait prendre conscience. Je pense qu'il y a une grande conscience aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 15 ou 20 ans, que le capitalisme nous conduit et conduit la société
à des catastrophes. D'abord parce que c'est une réalité concrète et tangible aujourd'hui. Donc, le capitalisme, alors que il y a une trentaine d'années, moi j'ai passé le bac l'année où l'URSS s'est effondré. Hein? Et j'ai quand même, oui, j'ai eu le bac, mais ça a eu des conséquences terribles. euh, à cette époque-là, on nous expliquait que c'était la fin de l'histoire, que le capitalisme avait triomphé, avait gagné, que tout allait aller mieux, etc., etc. Aujourd'hui, cette conscience que le capitalisme en soi porte en soi des périls et des dangers importants pour l'ensemble de l'humanité est beaucoup plus fort qu'il y a 30 ans. Mais ça n'est pas parce qu'on considère que le capitalisme est un système mauvais que on aboutit immédiatement vers l'idée qu'on pourrait faire autrement et changer. D'ailleurs, c'est toute la question que posait Pierrot. D'accord, il faut sortir du système capitaliste, mais pourquoi faire et comment? C'est les deux grandes questions quand même qui nous sont posées. Moi, il me semble que c'est la question de l'appropriation des richesses, l'appropriation des moyens de production reste une question centrale et importante. Mais ça nécessite des batailles sociales et politiques qui gagnent. Oui, ça, voilà. Et donc là, on rentre dans un débat sur la stratégie de conquête du pouvoir et l'affrontement qu'il peut y avoir aujourd'hui à gauche dans une société et dans des moments électoraux où la moitié de nos concitoyens ne votent plus, et dont une grande part, justement, du monde du travail qui ne croit absolument pas qu'une élection va changer quelque chose pour eux dans leur vie de tous les jours. C'est cette question-là qui, à mon avis, est centrale, avec une période où, contrairement à il y a, là, je remonte pas quand j'ai passé le bac, quand je passais le brevet, 3 ans avant, où euh, il existait des pays, alors il en existe aujourd'hui, mais personne ne considère la Chine comme pouvait considérer l'URSS dans les années 70 et 80. Et c'est très bien. Y compris, je pense que dans les années 70 et 80, on aurait pu dire, mon parti aurait pu dire publiquement ce que se disaient les militants sur ce qui se passait en URSS. Mais il y avait un modèle. Il y avait quelque chose qui existait, qui était différent du capitalisme. Et il y avait un affrontement entre l'Occident. Et donc, l'idée qu'une société différente pouvait exister était palpable. Aujourd'hui, on bute sur cette difficulté-là, c'est que ça n'est pas palpable. Ce qui a fait la force propulsive du communisme en France, c'est d'abord des changements stratégiques profonds au milieu des années 30 sur notre conception, la conquête du pouvoir et la question démocratique, mais aussi que, à l'échelle d'une vie humaine, on pouvait imaginer que on pouvait bâtir une société nouvelle. Aujourd'hui, alors que c'est une urgence, y compris de survie de l'humanité, à mon avis, euh, cette société-là est à inventer et à imaginer complètement. C'est à la fois formidable, mais très compliqué parce que et on ne peut pas faire autrement que de prendre dans ce qui existe aujourd'hui dans la société. C'est pour ça qu'on parle de dépassement du capitalisme. On ne dit pas on enlève tout et on recommence quelque chose de nouveau. Il y a des dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a des potentialités et des choses extraordinaires et qu'il faut absolument développer et poursuivre. Vas-y. Si on regardait le capitalisme et on change de mode, parce qu'on peut changer quelque chose, c'est comme les bonbons. C'est bon, si on abuse, chose, c'est l'abus ou l'extrême qui, pour moi, je parle à mon note, qui devient un problème. Si le capitalisme est bien géré, tout était bien partagé, c'est pas un petit groupe de personnes pour son petit, qui exploitent l'autre. Est-ce que cette question ne va plus se poser? C'est ça, donc on peut changer quelque chose et après, si on repart dans l'extrême, ça va devenir un autre problème. C'est toujours ma façon de penser.
Moi, je pense qu'il y a comme une dernière, c'est les erreurs, corriger les erreurs qui vont changer ceux qui sont au-dessus de gèrent mal, et c'est justifié comme je sais pas, Moi, j'ai pas dit adapter. J'ai dit dépasser. Ouais. Vincent, tu souhaitais. Rapproche-toi, viens ici. Non, je m'excuse. Si je fais déplacer les gens, c'est pour pouvoir mieux enregistrer leurs propos. C'est pas pour vous embêter, hein, franchement. Non. Dominique, ça va être déplacé parce que celui qui se déplace se fait entendre et celui qui reste dans son coin n'est entendu que par une toute petite partie d'entre nous. Exactement. Bon, je voulais faire deux, trois remarques qui ont pour seul objectif d'enrichir à la fois l'intervention de Sébastien et les remarques faites par ceux qui viennent d'intervenir sans se déplacer, ce qui est totalement déplacé. Et donc, dire d'une part que nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Évidemment, ça semble relever de la magie. Mais enfin, je pense que en 1788, personne n'imaginait 89. En 1934, personne n'imaginait 36. Et en 1940, très franchement, je me demande si ceux qui se battaient pour un monde meilleur, et ils étaient une poignée, pouvaient imaginer arriver aussi vite, je sais pas moi, pas, à la mise en place de la sécurité sociale ou au service public de l'énergie 5 ans plus tard. Et 5 ans, pour eux, ça a dû être d'une longueur absolument insupportable. Et pour nous, maintenant, historiquement, c'est rien du tout, quoi. Donc, il peut y avoir des transformations considérables et ce n'est pas, comment dirais-je, tomber dans l'idéalisme béat que de le dire. Ceci étant dit, il peut, mais aussi il peut ne pas y avoir. Et effectivement, de ce point de vue, il y a, il y a un monceau de difficultés. Autre remarque, autres éléments. Bon, je pense bien sûr, comme Sébastien, que dépasser le capitalisme, ce n'est pas, comme disait François Hollande quand il était secrétaire de son parti, donc il y a déjà un certain nombre d'années, qu'il s'agissait non pas de dépasser le capitalisme, mais de le réguler. Les tentatives de réguler le capitalisme ne marchent jamais. Ça, historiquement, à mon avis, c'est évident. En revanche, ce qui marche, c'est de faire avancer des solutions partielles, parcellaires, qui peuvent être considérables dans le système capitaliste, annonçant un autre système. L'exemple de la sécurité sociale, de ce point de vue, est peut-être le plus extraordinaire qui soit. Et de ce point de vue aussi, mon voisin de table peut être content d'appartenir à ce parti qui a su, avec d'autres bien sûr, développer et mettre ça en forme. Voilà les deux petites remarques que je voulais faire. À quoi il faut ajouter que il y a dans le monde des expériences qui, géographiquement délimitées, sont quand même très, très avancées par rapport au système capitaliste et par rapport à ce que, autour de cette immense table, nous souhaitons tous voir à venir de façon massive. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Et là, Vincent nous renvoie à son intervention sur quel communisme, un communisme créole, que je vous invite évidemment à regarder dès qu'il sera disponible sur la chaîne d'Espace Mars. Michel, tu veux rajouter quelques mots, compte tenu du fait que tu es intervenu ce matin de manière tout à fait
un peu complémentaire, en tout cas, nous donnant Oui. quelques pistes. Oui, beaucoup de questions, bien entendu. Par rapport à l'objectif, d'abord. Par rapport à l'objectif, est-ce que j'ai l'impression que l'effondrement de l'option de l'URSS et des pays de l'Est, de l'option communiste, même si c'était pas la réalisation du communisme, a fait perdre en crédibilité une alternative. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à travailler la question des raisons de l'échec de cette alternative, de manière à augmenter la crédibilité d'une alternative auprès de la population. J'ignore actuellement les travaux qui ont pu y avoir au sein du Parti communiste concernant les causes principales, et parce que s'il y avait une explicitation de cette approche, ça permettrait peut-être de faire comprendre que on recherche une autre alternative que celle qui s'est réalisée au XXe siècle. Alors ça, c'est par rapport à l'objectif. Sur la question du processus, des moyens, bon, tout le monde cherche, c'est incontestable. Il y a un premier problème quand même, c'est les rapports avec l'Europe. C'est-à-dire que si on cherche à se donner des moyens de faire reculer la domination du capitalisme sur l'économie et sur la société, ça suppose donc la possibilité d'utiliser certains instruments, donc ça pose la question de la compatibilité avec les engagements européens. Est-ce que il y a une progression de l'analyse par rapport à cette question? Et enfin, toujours par rapport aux moyens, est-ce qu'il y a des éléments concernant la base sociale de création d'une alternative, c'est-à-dire les alliances de classe? Est-ce qu'il y a une analyse, notamment par rapport à l'émergence d'une catégorie sociale à haut niveau culturel, en gros qui est passée par l'enseignement supérieur, et qui donc a, par rapport à la mondialisation, par rapport à l'Europe, par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à la révolution des mœurs, une approche assez spécifique et qui va compter certainement pour la suite des événements. Voilà. Merci Michel. Sébastien. Sur ta première question, il y a certainement besoin de continuer à analyser les causes qui ont conduit à l'effondrement de l'URSS et au fait que cette société-là n'a plus produit de progrès social et démocratique en son sein plusieurs décennies même avant son effondrement, dans un contexte d'affrontement avec les États-Unis et où les richesses produites aussi plus servi justement le surarmement, la conquête spatiale que des avancées sociales et sociétales en son sein. Mais ce qui, en tout cas, c'est l'analyse qu'on en fait nous, ce qui a conduit à l'échec de l'URSS, c'est justement que la question démocratique n'a pas été le moteur du changement de société. En tout cas, ne l'a plus été très vite. Et c'est ce qui a conduit à une société sclérosée, finalement enquistée, qui n'a plus avancé et dans une logique a conduit Tu peux commencer qui a à... évidemment besoin
de travailler cette question-là, la question démocratique, comment la démocratie est le moteur du changement, même du petit changement, mais de tout changement de société, euh, pour arriver à, y compris des ruptures par moment, avec les logiques à l'œuvre et le dépassement des dominations dans tel ou tel domaine, mais pas, on ne dit plus, et depuis très longtemps, hein, c'est 76, congrès du parti, on ne fait plus, le modèle soviétique n'est plus considéré comme un modèle, mais il y a besoin de bâtir, de donner à voir ce que pourrait être une société où on serait en situation de dépassement du capitalisme. Sur la question européenne, on est un peu, disons que les rapports de force politique à l'échelle de l'Europe aujourd'hui font pas rêver. Et il y a besoin, y compris avec les autres partis, pas simplement les partis communistes d'ailleurs, avec les autres partis progressistes européens, besoin de travailler à la construction d'alternatives politiques dans chacun des pays. La question n'est pas tellement de rentrer ou sortir de l'Union européenne, je crois qu'on n'en est pas plus là aujourd'hui, mais comment on construit des rapports de force favorables à l'échelle de l'Union européenne, mais dans chaque pays, avec des expériences qui sont observées, ce qui se passe en Espagne, ce qui s'est passé au Portugal, le lien que nous avons avec le Sinn Féin irlandais, des partis, ex-partis communistes ou encore partis communistes dans d'autres pays, que ce soit en Allemagne, mais aussi dans les pays, les ex-pays de l'Est, il y a besoin de nourrir ce débat-là et de continuer à travailler ensemble sur la façon, parce qu'on est tous confrontés au même phénomène quand même, une montée du populisme, des affections du monde du travail pour la chose politique et se traduit par des reculs d'abord sociétaux, puis sociaux dans un certain nombre de pays, quoi. Voilà. Sur la base sociale transformatrice, révolutionnaire d'ailleurs. On est dans un monde, le monde du travail a tellement évolué et changé que on peut encore raisonner par catégorie, se dire ben, si on a les ouvriers et les employés, on a presque 50% du salariat aujourd'hui, et donc c'est sur ces travailleurs-là qu'il faut agir et intervenir pour arriver à leur faire prendre conscience qu'ils sont une force transformatrice, etc. Sauf que les changements au travail, et je le disais, avec ce que vivent des techniciens et des ingénieurs aujourd'hui, simplement pas seulement des travailleurs qui sont dans l'exécution, mais aussi dans l'élaboration dans la construction y compris de process, fait qu'on doit être en capacité de s'adresser à tout cela, c'est-à-dire au salariat tel qu'il est aujourd'hui, à ceux qui produisent, à ceux qui veulent vivre de leur travail et non que leur travail ou leur force de travail pour richesse. Mais on ne peut plus, à mon avis, hein, se dire, bon, il y a 25% d'ouvriers en France, si on est le parti des ouvriers, on ne sera pas loin d'être le parti du travail et le parti du monde du travail. Et on va agréger aux aspirations de cette catégorie-là d'autres catégories, ce qui permettra d'avoir des majorités politiques. C'est plus complexe que ça aujourd'hui, parce que, évidemment, y compris un ouvrier, dans beaucoup de domaines, doit être en capacité aussi de changer son mode de production, de réfléchir, de réparer, de produire différemment, etc., etc. Et à cela, le capital aujourd'hui ne répond pas. Toutes les unités de production qui aujourd'hui sont en passe de fermeture, vous rencontrez les Magna ou les Sanofi que j'ai vu cette semaine, qui sont en lutte aujourd'hui.
tous disent on pourrait produire Non, en autrement. cas de gros On problèmes pourrait comme ça, faire des les choses pharmaciens qui répondent mieux aux besoins et permettent mieux de relever les défis, notamment le défi écologique, sanitaire, etc. Et on sait le faire. Oui, c'est quel jour de On la est semaine? empêché par ceux qui détiennent l'outil de production, qui n'ont rien à faire aujourd'hui de produire des choses qui répondent aux besoins des populations. Magna, Ford, ils peuvent fabriquer des boîtes de vitesse pour voitures hybrides ou électriques Les deux jours après, tu as les dermatologues. demain. Oui. Sauf que Magna À et Ford Verneil. n'ont jamais voulu D'accord. qu'en Europe soient fabriquées des boîtes de vitesse Ce sera le 31, pour c'est ça? voitures hybrides et électriques. Tout ça, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est amené en France, et en Europe, on ne fait que l'assemblage. Les salariés de l'aéronautique de l'AIA, donc entreprise d'État, qui répare les avions militaires, parce que c'est la commande de l'État qui veut ça, disent il y a 12 Canadair qui sont sur le carreau aujourd'hui, qui auraient pu servir cet été s'il y avait eu une maintenance. On demande à Dassault de faire la maintenance, et comme c'est trop cher, on ne le fait pas. Nous, on est capable de le faire. Et on ne se contente pas de vendre des pièces, comme le fait Dassault, parce que quand une pièce est défectueuse sur un avion aujourd'hui, on ne la répare plus, on la change. Eux disent, nous, on sait réparer des choses. On peut avoir une production vertueuse, une maintenance vertueuse de l'aéronautique, et on n'est pas obligé de ne réparer que des avions militaires. On peut aussi s'occuper de la sécurité civile si on nous en donne. Donc il y a tout ça aujourd'hui qui est dans tous les mouvements salariés pour la conservation de leur emploi, la dimension écologique, la dimension sociale et démocratique sont en premier lieu dans leur réflexion sur d'accord, on nous empêche de faire ça, on veut arrêter la production, comment on peut faire autrement, et en plus comment on peut répondre aux besoins de la société. Il y a la question du débouché politique, mais il y a la question aussi de comment on oblige, parce que je ne crois pas que, mais plus personne ne pense raisonnablement qu'il y a, en gros, comme le bon et le mauvais chasseur, le bon capitaliste et le mauvais capitaliste, quoi. Celui qui, dans une situation de crise, bon, la semaine prochaine, le 6, tu l'as annulé d'affrontement et de le contraindre à répondre aux besoins et aux intérêts de la population. C'était annulé. Sinon, on va vers. Tu as un nouveau rendez-vous? Mais il y a besoin. C'est pour ça que Fabien Roussel a notamment voulu mettre la question du travail. On va pas discuter de la forme. Seul le résultat compte. Mais du coup, la question du travail comme travail émancipateur est à nouveau posée dans la gauche aujourd'hui, alors que c'est un débat qui avait disparu depuis une vingtaine d'années, quoi. Bien. Écoutez, sans vouloir arrêter le propos, parce que je crois qu'on pourrait le poursuivre, on peut remercier Sébastien, je dirais, pour tous les éléments de réflexion qu'il nous a apportés. Je vous propose de lever la séance maintenant, d'aller déjeuner, et on reprendra nos travaux avec Jean Sève qui vient d'arriver il y a quelques temps.